La réflexion autre est, est-ce que le modèle africain a existé? Est-ce qu'un modèle politique africain a existé et peut encore être érigé comme le modèle par excellence, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier? Pourquoi le monde entier? Parce que la montée en puissance des rationalismes ethniques en Occident, j'en ai parlé tout à l'heure, les Corses, les Basques, les Tchétchènes, les Occitans, les Catalans, etc., c'est un modèle impossible à traiter par, j'allais dire, la rationalité occidentale. Parce que la rationalité occidentale n'a jamais expérimenté le communautarisme. Et c'est la raison pour laquelle elle tient le communautarisme comme un mauvais modèle. Quand vous écoutez tous les hommes politiques occidentaux, en général, ils vous disent « Oh, c'est le communautarisme ». Mais c'est le communautarisme parce que précisément, ils n'ont pas une expérience du communautarisme et ça les gêne extrêmement de savoir comment mobiliser les Corses, les Basques, etc. autour de l'enjeu de la République. Je voudrais rappeler que la République, c'est la res publica, la chose publique. Et parce que la République, c'est la res republica, la chose publique, les communautés peuvent entrer en République. Il est paradoxal d'entendre les élites vous dire « Ah, vous savez, on est en République, et puis vos chefferies, là, on est en République. » Que veut dire la République? Est-ce que la République, si on y met un contenu, ça veut dire c'est le citoyen face à l'État? Pourquoi les chefferies ne seraient pas face à l'État? Et pourquoi les communautés ne seraient pas face à l'État? Donc, on a toujours le même problème. L'élite africaine est incapable de mettre du contenu dans les concepts. Le concept de la République n'est pas un concept clos, c'est un concept ouvert. Autant que le concept de l'esclavage. L'Afrique n'a pas connu l'esclavage. Bien que de temps à autre, certains vous faillent penser à des esclavages africains qui en réalité ne sont pas les esclavages de type exploitation des individus. C'est exactement la même chose pour la monarchie, l'empire. Dans mon livre, l'Afrique précoloniale, je montre que la question de l'État, si elle existe, elle est fondée uniquement sur le fait d'avoir un terroir, d'avoir une population et d'avoir une autorité. Et de ce point de vue, l'Afrique connaît les États bien avant l'État-nation, puisque nos lignages et nos clans, c'était des États à part entière, qui avaient un terroir, qui avaient une population donnée et qui avaient des autorités politiques au-dessus de ces petites entités. C'était des États. C'était des États, d'autant plus que c'était des États autonomes, relativement autonomes, dont le fédéralisme n'était qu'une approche complémentaire parce que les tribus, à un moment donné, avaient le sentiment que leur agrégation produirait un État multinational et multiculturel. Il faut très bien se rendre à l'évidence que le modèle de démocratie en Afrique n'a jamais été un modèle de suffrage universel. On ne va pas voter. En Afrique, c'est la palabre qui définit les conditions dans lesquelles la démocratie est exécutée. Cette palabre est conditionnée par un argumentaire. Tout le monde prend la parole dans le village. Sans exception, on va pas aux urnes. Et après avoir pris la parole et l'argumentaire, il y a une délibération. Et c'est au vu de la délibération que le roi ou l'initié est capable de dire quelle est la synthèse. Et c'est cette synthèse qui est présentée et que les Occidentaux ont cru être la dictature. C'est-à-dire que cette synthèse qui est présentée sous forme d'une sentence a ressemblé aux yeux de ceux qui ne savaient pas de quoi il est question à une dictature. Mais la vérité est que le fond a toujours été modélisé par un besoin de discussion, d'orientation des contraires, de confrontation horusienne, parce que vous savez que Horus et Seth, dans les traditions africaines, ne sont pas désunis. Horus et Seth sont liés. Ce n'est pas 52% on a gagné, 48% on a perdu. Dans l'Afrique ancestrale, la palabre africaine a pour objectif de créer un consensus jusqu'à ce que la matière soit épuisée, quitte à ce que cette matière fasse un mois. Chez les Bassans, on dit Mpénaye. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la salle
Qui dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que nous venons de dire? Auquel cas, il faille continuer le débat jusqu'à ce qu'il soit j'allais dire convaincu, c'est ça le mot, qu'il soit convaincu de la justesse des idées qui ont été émises au cours des débats. Ce n'est pas le vote, c'est le consensus, parce que la pensée africaine vise un état d'équilibre général, de satisfaction générale de tous les individus. Aucun individu, même le fou, ne peut être exclu du débat. Ce qui signifie que les peuples africains savent par essence ce qu'est le droit. Tout se passe comme si ce droit est cognitif. Cognitif veut dire que ça fait partie de la connaissance en soi. Exactement comme les chiens, les chats connaissent le droit. On n'enseigne pas aux chiens et aux chats le droit. Le droit est de l'ordre de la nature. Tous les chiens savent que dépasser cette limite, parce qu'ils ont leur méthode pour braquer leur terrain, ils mettent autour de leur terrain des urines. Et les autres chiens savent très bien que ici, le propriétaire, c'est elle. C'est le droit. Même les poules connaissent le droit. Nous sommes le seul peuple prétendument humain qui ne connaît pas, qui ne sait pas ce que c'est que le droit. Et pour preuve, des peuples peuvent se déplacer, quitter les continents pour aller mettre d'autres en esclavage. Vous voyez? Alors, de quel droit s'agit-il et de quel modèle de l'État s'agit-il? Voilà, nous avons en face de nous une confrontation à la fois cognitive, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'ordre du modèle de la connaissance rationalisée dans notre cerveau, mais nous avons aussi une confrontation épistémologique, c'est-à-dire qui tient compte de la théorie, parce que nos pratiques communautaires peuvent être l'objet d'une théorie. Ce sont ces théories que les agrégés de sciences politiques, les agrégés de droit doivent réécrire. Nous ne sommes pas dans un monde calme, nous sommes dans un monde violent, où il s'agit d'imposer aux autres peuples ses propres pensées. Il s'agit d'imposer aux autres peuples ce que l'Occident a appelé son universalisme européen. Parce que quand nous sommes à l'université, dans le théâtre des enseignements, ce qu'on nous enseigne, ce n'est pas la pensée africaine. Quand on écrit théorie générale du droit, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, ou alors quand on dit théorie générale de l'ordre politique, on met chapitre 1, chapitre 2, il y a les syndicats, les partis, mais ce n'est pas le modèle africain. Alors, comment peut-on être persuadé que nous pouvons entrer dans la lutte, dans la confrontation du peuple, si nous-mêmes nous sommes vidés de notre contenu cognitif et rationnel? Vous voyez, nous sommes sur une zone de faille qui est extrêmement sismique. La turbulence est beaucoup trop forte, puisque l'Occident a décidé de mettre en place une nouvelle conférence de Berlin. La nouvelle conférence de Berlin se matérialise autour de nous. Le Cameroun est divisé, le Mali est divisé, la Côte d'Ivoire est divisée, le Niger est divisé, le Burkina est divisé, il y a la RDC divisée depuis au moins 40 ans, la Somalie est divisée, l'Érythrée est divisée, l'Éthiopie est divisée. Partout, la division s'installe comme deuxième mode d'approche de la conférence de Berlin. Les conséquences sont extrêmement graves. Si nous n'y prenons garde, dans moins de 20 ans, l'Afrique n'existera plus. Parce que le but de l'Occident, c'est d'organiser à travers ces associations, à travers, j'allais dire, ces organisations, ces ONG, d'organiser le découpage nouveau de l'Afrique. Or, au lieu que les Africains se préoccupent de ce nouveau découpage, ils s'organisent pour lutter entre eux au sein des États. Moi, je vois par exemple au Cameroun, où les francophones ont la prétention de dicter aux anglophones leur mode d'être, et où les anglophones, soucieux de ne plus être dans le modèle francophone, cherchent leur sécession. Mais la sécession aura lieu dans tous les pays. C'est ce qui se prépare. La conséquence est donc claire. Comment nous réorganiser
pour que les terrorismes qui sont organisés et financés par les États occidentaux et arabes, ne l'oublions jamais, que c'est l'Arabie saoudite qui finance l'expansion des mosquées. L'Église catholique finance l'expansion des églises jusque dans nos villages. Mais il s'agit de la même chose. C'est-à-dire que le modèle de l'État-nation a pour but de créer la pauvreté et de diviser pour régner, de créer des conflits fratricides, de créer l'ethnisme et de créer tout ce que vous voyez comme affrontement. Et pendant ce temps, l'Église récupère tous les malheureux qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, tous les pauvres qui traînent dans les rues, tous les enfants qui n'ont rien à manger du fait de séparation de famille. Et du coup, on se rend bien compte que l'Église et l'État s'entendent précisément en damant le pion aux élites qui ont la prétention de trouver le salut dans ces églises ou dans ces mosquées. Je vais plus loin. Il y a des élites qui ont même le sentiment que construire une église, c'est une chose sérieuse, à la place des dispensaires ou des écoles. Vous voyez, chez nous au Cameroun, on peut créer 4 stades qui coûtent extrêmement cher. Mais l'élite ne s'en plaint pas, les universitaires ne s'en plaignent pas. Ils regardent les matchs et estiment que beaucoup a été fait. L'Afrique n'a même pas une université de pointe. Toute l'Afrique francophone n'a aucune université de pointe. Laissant tomber ce que le savant Théophile Obenga a tenté de faire au Congo-Brazzaville. Mais toute l'Afrique francophone, il n'y a aucune université dans les 40 premières universités de pointe. Parce que précisément, notre élite est complètement... Il ne faudrait pas que je les insulte. En revanche, je peux trouver de belles métaphores. Je dirais que la plaie, ce sont les religions, islam, christianisme, auxquelles l'élite participe et contribue en créant ses propres mosquées et ses propres églises, en lieu et place de ses maîtres. En plus, vous avez cette élite-là qui elle-même est gangrénée parce qu'elle est incapable de toute forme d'érudition. Elle attend sagement des postes et des privilèges pour que le modèle de l'État-nation se perpétue. Je vais plus loin. Ce modèle de l'État-nation dont nous parlons aujourd'hui, c'est le cancer réel. Parce que c'est lui qui entretient les églises. C'est lui qui entretient l'expansion des mosquées contre les confréries africaines. C'est l'État-nation qui lutte contre les confréries africaines à travers ses propres élites. C'est cet État-nation qui crée les conditions par lesquelles la pauvreté est.